Nous allons aujourd'hui virer à 90 degrés, si je puis dire, et nous tourner vers le nord, en direction du Tour-Abdin et au-delà jusqu'à la vallée du Haut-Tigre. Dans cette région, nous allons rencontrer un peuple bien différent des habitants du triangle du Rabour. Les zones que nous avons étudiées jusqu'à présent étaient habitées par des personnes qui parlaient des langues sémitiques, l'akkadien qui servait aux échanges écrits et l'amorite, surtout visible dans l'onomastique, mais qui était manifestement la langue parlée majoritaire, en particulier chez les nomades simalites qui parcouraient la région avec leurs troupeaux. Mais là, il s'agit avant tout de personnes dont les noms révèlent la langue, le hourite. Je commencerai par citer une lettre du roi d'Ashlaka Ibaladou, dans laquelle celui-ci considère manifestement un messager trilingue comme quelqu'un d'exceptionnel. Cet homme maîtrise la langue des Akkadiens, des Amorites et des Soubaréens. Ce qui est souligné ici, vraisemblablement, c'est la capacité à maîtriser, outre l'akkadien et l'amorite, une troisième langue, parlée seulement sur les marges de la Haute-Mésopotamie, à savoir le hourite. Il y a eu pendant des années des débats pour savoir comment délimiter les termes de hourite et de soubaréen, dont témoigna notamment le célèbre livre d'Ignace Gelb paru en 1944. La réponse est désormais claire, la langue des soubaréens ne peut être, dans ce contexte, autre chose que le hourite. La langue hourite a d'abord été rencontrée dans les archives découvertes en 1887 en Égypte, à Tel el-Amarna, et qui datent du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Parmi les lettres écrites au pharaon Amenophis III, certaines émanaient de Tushratta, roi du Mitanni. Il s'agit d'une nouvelle structure politique qui s'est constituée en Haute-Mésopotamie à partir du XVIe siècle. Plusieurs des lettres de Tushratta étaient en akkadien, mais l'une d'elles, qui a reçu le numéro 24 dans l'édition de Knudson, comportant pas moins de 4 colonnes, était entièrement rédigée dans une langue différente, le hourite. La langue n'était apparentée à aucune autre, mais le caractère formulaire de ce type de lettres a permis, grâce au parallèle des lettres en akkadien, de comprendre en partie cette missive. Par la suite, la fouille à Boaskeuy, la capitale hittite de Hattusha, a permis de découvrir d'autres textes hourites, notamment des rituels rouro-hittites qui ont été édités depuis dans une collection italienne entre 1984 et 2005. En 1948, Jean Nougarol publiait avec André Parrot l'inscription de Tishatal, le roi d'Urkish. C'était une inscription de fondation très particulière puisqu'elle se trouvait sur une plaque en pierre tenue en quelque sorte entre les pattes d'un lion en métal. Elle avait été achetée dans le commerce, étant censée provenir d'Amouda, une petite ville à l'ouest de Kameshli, dans la partie nord-est de la Syrie. Enfin, les fouilles du site de Nouzi, près de Kirkouk, entre 1925 et 1932, ont révélé une petite ville et exhumé environ 5000 tablettes. Ces textes étaient rédigés en akkadien, mais dans un akkadien assez particulier qui s'explique par le fait que les scribes parlaient manifestement le hourite et la langue mixte de ces textes a été étudiée par Gernot Wilhelm. Peu à peu, on a donc compris que les hourites étaient un peuple implanté dans l'arc montagneux bordant la Mésopotamie au nord et à l'est, attesté depuis au moins la fin du IIIe millénaire, jusque dans le courant du XIIIe siècle. Les Urartéens en constituent le prolongement au premier millénaire. On peut donc dire qu'il y a plusieurs branches dans les études relatives à la langue hourite et au hourite. D'abord, l'approche philologique, à partir d'El-Amarna, puis Boaskeuy, complétée par la suite par les textes de Ougarit et de Aymar.
l'étude de la langue ourite a fait un bond en avant à partir de 1983, parce que cette année-là, on a découvert à Hattusha une série de tablettes bilingues qui a permis la reconstitution de ce qu'on a appelé l'épopée ou le chant de la libération. Le texte d'origine, en ourite, était doublé par une traduction en hittite, une langue indo-européenne que l'on connaît bien, qui a été déchiffrée à partir de 1917. Les copies ont d'abord été publiées en 1990, et je me rappelle que nous les avons étudiées à l'École pratique des hautes études dans un cycle de séminaires mené par Jean Katsanikos. Et puis, il y a eu le colloque de 1993, intitulé « Marie, Ebla et les Ourites », 10 ans après le colloque de Strasbourg, qui avait célébré le cinquantenaire de la découverte de Marie, et cela a permis à Erich Neu de présenter le texte, à Jean Katsanikos d'en étudier le vocabulaire, et à Gernot Wilhelm de faire de façon plus générale le point sur les études ourites. C'est en 1996 que parut l'édition de Neu, qui a été suivie par de très nombreux travaux. Et si vous venez au colloque organisé les 18 et 19 juin prochains, vous pourrez écouter la communication de notre collègue Eva von Dasso à ce sujet. Et le programme de ce colloque devrait être mis en ligne tout prochainement. Plus récemment, ces recherches ont pu s'enrichir des lettres découvertes dans le palais de Katna qui mélangent l'akkadien et le ourite d'une manière inédite. Vous avez des phrases qui commencent en akkadien et puis ça se termine en ourite. À la suite des travaux pionniers d'Emmanuel Laroche, on dispose maintenant d'une grammaire ainsi que d'un glossaire de la langue ourite. La deuxième approche, c'est l'approche onomastique. C'est Nuzzi qui a offert le plus gros corpus, et il faut citer notamment les travaux d'Ignace Gelb et de ses collaborateurs, le fameux NPN, sigle pour Nuzzi Personal Names, complété par ceux de Madame Cassin et d'autres archives qui ont révélé une riche onomastique ourite, comme le niveau 4 d'Alalar et Marie, dont je parlerai dans un instant. Et puis la troisième approche, c'est une approche culturelle et historique, avant tout avec des études sur Nuzzi, et donc ici je dois évoquer la série des SCCNH, Studies on the Civilization and Culture of Nuzzi and the Hurrians. Au départ, on a eu un traditionnel volume d'hommage à Ernst Lachmann, qui était l'épigraphiste de Nuzzi, qui a été publié en 1981. Et ensuite, à partir de 1987, David Owen a créé une véritable série. À partir du volume 7, en 1995, Gernot Wilhelm est venu épauler David Owen et la série est devenue annuelle. Le dernier numéro, le 19, est paru en 2012. C'était les actes de l'atelier sur Nuzzi qui avait été organisé lors de la rencontre assyriologique de Paris en 2009. Malheureusement, après la retraite des deux éditeurs, il ne s'est trouvé personne qui ait eu le courage et les moyens de reprendre le flambeau. La question qui se pose depuis longtemps est de savoir s'il existe une culture matérielle propre aux Ourites. Et c'est abordé là le rapport très complexe entre les désignations ethno-linguistiques et les profils archéologiques. Au milieu des années 1970, Madame Barlet avait lancé un projet de recherche qui a abouti à un premier ouvrage collectif en 1977. J'y avais participé, c'est une de mes toutes premières publications, mais je ne la renie pas. La mode était alors aux Ourites, et c'est le thème qui avait été retenu par Emmanuel Laroche, alors professeur au Collège de France, pour la 24e rencontre assyriologique à Paris en 1977. Là encore, si je peux évoquer des souvenirs, c'était la première rencontre assyriologique à laquelle j'ai assisté, et je n'y avais naturellement pas parlé parce que je n'avais pas encore soutenu ma thèse, et donc, quand on n'était pas docteur à l'époque, ça ne se faisait pas de parler dans de telles enceintes. Les choses ont bien changé, pour le meilleur et le moins bon. Le volume édité par Madame Barlet a été suivi par un autre 7 ans plus tard, et puis il y a eu un volume qui a été annoncé comme problème concernant les Ourites 2.2, consacré au problème de géographie historique, qui n'a jamais paru en tant que tel, mais les nombreuses études annoncées sous ce titre sont parues de manière dispersée. Et Marie dans tout cela.
Eh bien, il faut d'abord noter la découverte de quelques textes en langue ourite. C'est Dessin qui les a repérés et Thureau d'Angin qui les a rapidement publiés de façon remarquable. Il s'agissait surtout d'incantations avec parfois leur original en langue acadienne. Et un duplicat d'une de ces incantations a été trouvé plus tard à Telbia. Un fragment supplémentaire a été identifié, qui a été publié par Emmanuel Laroche en 1957 et réédité avec un raccord par Mirio Salvini. Ce texte a été interprété comme une lettre adressée par Zimrilim au dieu Teshup de Koumé. Malheureusement, comme vous voyez, la tablette n'est pas très bien conservée. Et donc, quand vous avez affaire à une tablette pas très bien conservée dans une langue pas très bien connue, les choses ne sont pas faciles. Marie a par ailleurs contribué à enrichir notre connaissance de l'onomastique ourite. Une première étude avait été faite par Jack Sasson en 1974. Lors de la rencontre de 1977, Jean-Robert Cuper avait fait le point sur ce qu'on savait des ourites à Marie et avait mis à jour la liste des noms propres. Et puis, depuis, on s'est rendu compte qu'à la fin de son règne, Zimrilim avait mené une campagne dans le nord, au nord de son royaume, dans une région peuplée de Ourites, et il a pratiqué d'importantes déportations qui ont donné lieu à des grandes listes qui ont été étudiées en premier par Jean-Marie Durand. Et dans la suite du projet de Madame Barlet, Jean-Marie Durand a organisé dans les années 1996-97 une coopération avec Gernot Wilhelm, professeur à Würzburg. Cette coopération franco-allemande s'appelait alors Procope. Wilhelm qui avait été invité en même temps à l'EPHE en mars-avril 1996, et ce projet a notamment abouti à l'habilitation de Thomas Richter sur les noms ourites de Haute-Mésopotamie, soutenu en 2007 et publié en 2016. Et le commentaire des grandes listes de déportation a été confié par Jean-Marie Durand à Brigitte Lyon, qui a déjà publié plusieurs études, et leurs efforts conjoints devraient aboutir à un volume des Florilegium Marianum dans le cadre de notre projet PCEHM, Pouvoir et culture écrite en Haute-Mésopotamie. Ce matin, nous allons nous rendre successivement dans 3 villes de cette zone ouritophone du nord de la Haute-Mésopotamie, à Urkish, à Tigunanum et enfin à Elohut. La publication du Lion d'Urkish en 1948 avait montré l'importance de cette ville pour les Ourites. Un deuxième exemplaire, mais dépourvu de tablette, avait été mis en vente en même temps que le premier, et il se trouve aujourd'hui au Metropolitan Museum de New York. Ces figurines des lions d'Urkish étaient censées avoir été trouvées à Amouda, à l'ouest de Kameshli, mais ce tel était trop petit pour avoir été le site d'Urkish. Et le plus gros site à proximité s'appelait Tel Mozan, mais l'identification de ce site avec Urkish n'avait pas été retenue, car Malowan avait prospecté Mozan en 1936, et il avait daté la céramique qu'il y avait rencontrée de l'époque romaine. Donc l'idée, c'était qu'on avait affaire à un grand camp romain, et c'est pour ça que Malowan s'est installé à Chagar-Bazar, comme nous l'avons vu. Alors un mot sur le nom même de la ville d'Urkish. Traditionnellement, on dit Urkish. Les fouilleurs américains, nous allons le voir, préfèrent Urkesh parce que la ville est parfois écrite avec le signe Kesh 3. Les textes de Marie notent Urgish et Urgishayi pour le nisbé, le plus souvent, mais parfois aussi Urgis et Urgisayi, donc toujours avec une sonore G, mais avec une incertitude sur la finale, notée tantôt Esh, tantôt au Shin et tantôt S. Donc je garderai, pour parler par commodité, le traditionnel Urkish, mais notez que dans Archibab, la normalisation se fait sous la forme Urgish. Il se trouva qu'en 1983, M. et Mme Buccellati, qui fouillaient depuis 10 ans l'ancienne Terka,
eurent envie de changer de site parce que le travail archéologique était compliqué par la présence d'habitations qui occupaient la majorité de la surface sur le Tel Achara. Et c'était le moment d'un boom archéologique dans le triangle du Rabour. Ils commencèrent par visiter en 1983 le Tel Chermola, qui était inclus dans la ville moderne de Hamouda, donc qu'on désigne parfois dans la littérature comme Tel Hamouda, c'est la même chose. Mais les niveaux d'occupation de ce site ne correspondaient pas à l'histoire d'Urkish. On ne retrouvait rien pour le troisième millénaire. Par la suite, ce site a fait l'objet d'examens plus poussés par monsieur et madame Bunins d'abord, puis en octobre 1986, par une mission dirigée par Jean-Marie Durand, dont les résultats ont été publiés par Xavier Fèvre. Ils ont confirmé la datation à l'époque médio-assyrienne de la principale couche d'occupation. En revanche, l'identification qui avait été considérée à l'époque d'Hamouda avec la ville médio-assyrienne de Kolishrinash est désormais écartée par Daisuke Shibata sur la base de textes découverts plus récemment à Tel Taban. Le choix des Buccellati se porta finalement sur Tel Mozan en 1984 et ils y ont conduit pas moins de 18 campagnes, étant rejoints à partir de 1998 par une équipe allemande dirigée par Peter Pfelsner. Le pari initial des Buccellati, explicite, était le suivant. Si Hamouda ne peut pas être Urkish, alors Urkish doit être recherché dans les environs. Et dans les environs, le plus gros site, c'est Tel Mozan. Et donc, Tel Mozan devrait être Urkish. Ils ont gagné leur pari, mais pas immédiatement. L'archéologie est une affaire de patience. Tel Mozan est en effet un site considérable, pas moins de 135 hectares, dont une ville haute de 18 hectares. Et la fouille a commencé par retrouver au sommet du Tel les restes d'un temple dit Béa, qui date des environs de 2400 avant notre ère, et on estime que les fameux lions devaient être des éléments d'un dépôt de fondation de ce sanctuaire. Les Buccellati ont toujours été amateurs de reconstitution, c'était nouveau à l'époque, et voici comment ils voyaient le temple, à proximité duquel ils ont trouvé ce fragment de stèle. Le bâtiment le plus considérable qui ait été retrouvé, c'est une construction qui a été désignée par les fouilleurs comme palais AK et qui est datée vers 2200. On y a découvert en 1990 1 millier de fragments de scellement qui correspondent à 170 sceaux différents et qui ont été cruciaux pour l'identification du site une fois le travail de puzzle gigantesque accompli. On a en effet retrouvé des empreintes du sceau de Toupkish, qualifié de Endan de Urkish, manifestement un titre royal ourite, avec une iconographie somptueuse comme vous pouvez le voir. Mais ça n'est pas tout, on a aussi retrouvé le sceau de son épouse Uknitum, qui porte, elle, un nom acadien, avec des scènes pour lesquelles on n'a pas de parallèle dans l'iconographie de la même époque ou de toutes les époques en Mésopotamie. Et on a aussi retrouvé le sceau d'une nourrice nommée Zamena et d'autres hauts fonctionnaires. Et donc, grâce à cela, l'identification de Tel Mozan avec Urkish était définitivement établie. Et une découverte supplémentaire a eu lieu en août 1999, comme souvent c'est arrivé le dernier jour de la fouille, qui a dû être du coup prolongé de quelques jours. Il s'agissait de pas moins de 200 fragments de scellement, dont la pièce la plus marquante était des empreintes au sceau d'une certaine Taram Agadé, décrite comme fille du roi d'Agadé, Naram-Sin. Et donc, pour des raisons stratigraphiques, ça a permis de confirmer la position de Toupkish au début de la période d'Akkad, juste avant le règne de Naram-Sin. Sans doute en raison de la forte érosion pluviale dans cette région,
la fouille de Tel Mosan n'a pas rencontré de couches importantes de l'époque paléo-babylonienne. Pour nous, donc, son importance tient surtout au fait que le site a pu être sûrement identifié, mais il faut donc nous tourner vers les archives de Marie pour avoir une idée de ce que représentait Urkish au XVIIIe siècle avant notre ère, qui est notre période de prédilection pour cette année. Il est clair que la ville, après avoir connu son apogée dans la deuxième moitié du troisième millénaire, avait beaucoup décliné, et en particulier, on s'étonne qu'aucun des textes que nous avons ne fournisse de renseignements sur le sanctuaire de la ville, qui avait dû quand même conserver son importance. Dans un texte très intéressant, Ascouradou souligne les richesses encore détenues dans la ville d'Urkish en l'an 3 de Zimrilim, et pousse le roi d'Eshnouna, ici désigné par son titre de Rouboum, le prince, à s'emparer de la ville. Je cite. En outre, Ascouradou a pressé le prince, ainsi disant « Oui, il y a Urkish qui détient un butin d'endroits très divers. À l'intérieur de cette région, c'est une ville qui en vaut deux. Si monseigneur s'empare de cette ville, dit Ascouradou au roi d'Eshnouna, le pays du Choubartoum, la totalité de ce qu'a commandé Samsiadou, se tournera du côté de monseigneur. Monseigneur doit m'y installer aujourd'hui afin que je tienne la ville principale de ce pays pour monseigneur. Voilà ce dont Ascouradou a pressé le prince. Donc c'est le moment où le roi d'Eshnouna, Ibalpiel II, avait envahi le triangle du Habour, et donc on voit Ascouradou lui demander de l'installer à Urkish, qui apparaît dans ce texte comme une ville cruciale pour la domination du pays de Choubartoum. Et nous avons vu que Soubarien, donc c'est la francisation de l'adjectif construit sur Choubartoum, c'est le nom qu'avait la langue ourite à cette époque, et donc à Urkish, on est vraiment au cœur du pays des Ourites, encore sous Zimrilim. Deux caractéristiques sont particulièrement intéressantes à propos d'Urkish. D'abord, le fait que la ville est très souvent citée avec deux autres, Shinar et Khoura. Peu après que les Bucellati se soient installés à Tel Mosan, Jean-Marie Durand avait espéré pouvoir fouiller un autre site de la région, le Tel Hamdoun. Nous y avions déjà fait une prospection en 1984 et ce tel avait une bonne probabilité d'être la ville de Shinar. Jean-Marie Durand avait même obtenu le permis de fouille. Hélas, quand nous sommes arrivés sur place pour la première campagne de fouille à l'automne 1986, les militaires turcs se sont mis à tirer par-dessus la voie ferrée qui marque la frontière dans notre direction. Je suis toujours là pour en parler, et tous les membres de la mission aussi, mais évidemment, ça a été une déception. Il était clair qu'on ne pouvait pas fouiller raisonnablement sur ce site, et c'est pour cette raison que le sondage de Tel Hamouda, dont j'ai parlé tout à l'heure, a été entrepris avant que la mission se replie, si je puis dire, sur Tel Mohamed Diab, dont j'ai parlé rapidement la semaine dernière. Quoi qu'il en soit, la triade formée par les villes d'Urkish, Shinar et Khoura est remarquable. Et on le voit par exemple dans cette lettre adressée par Ibal El, le chef de pâture, à Zimrilim. Les gens de Khoura et de Shinar ont envoyé à Urkish le message suivant. Ilissoumou est notre préfet, et si vous en instaurez un autre, ce sera votre perte. Voilà le message même que Khoura et Shinar ont envoyé à Urkish, et c'est la rupture à Urkish. Et le fait même qu'on parle de rupture montre que l'union entre ces trois villes était leur état normal, ce que nous allons voir par la suite encore. Seconde remarque, il est très souvent question des anciens d'Urkish. Je commencerai par citer ce texte que j'ai publié jadis dans Maricette. À nouveau, une lettre du chef de pâture Ibal El. Ishmeadou d'Ashnakoum, les anciens du pays d'Idamarats, les anciens d'Urkish, de Shinar et de Khoura, et les anciens du Yaptour sont allés à Malachatoum. Yatar Malik de Chouduroum et Apilsin d'Ashnakoum, ainsi que les notables d'Urkish, ont pris leur tête et sont venus en disant
tuons une chèvre et un chiot pour que nous jurions. Mais moi, je n'ai pas été d'accord. J'ai dit, de tout temps, jamais notre seigneur Zimrilim n'a tué une chèvre ou un chiot pour jurer. J'ai acheté moi-même un âne pour de l'argent et j'ai fait tuer un ânon petit d'une ânesse. Alors à l'époque, ce qui avait surtout retenu l'attention, peut-être la vôtre également, c'était la façon de conclure une alliance en ayant recours à des animaux précis. Mais aujourd'hui, je soulignerai le fait que les alliés sont répartis en 4 groupes. Vous avez Ishmeadou avec les anciens de l'Idamarats, les anciens du groupe formé par Urkish, Shinar et Roura, les anciens du Yaptour, on sait maintenant que c'est la région autour de Tal Hayoum, entre l'Idamarats et le Zalmakoum, et puis bien sûr, le 4e groupe, ce sont les Simalites, menés par le chef de pâture Ibal El, qui est le représentant du roi de Mari Zimrilim. Urkish se caractérise non seulement par l'importance qui tenaient les anciens, mais aussi par le fait que les décisions politiques y étaient collectives, comme l'a bien souligné Daniel Fleming. En témoigne cette lettre du roi Ibaladou d'Ashlaka. Pour libérer mes gens qui ont été enlevés à Hummatoum, Monseigneur a donné des ordres stricts à Khaziran, homme d'Urkish, et à Yansib Radnou, son serviteur, en ces termes. Après être arrivé, vous libérerez les gens d'Ibaladou. Voilà ce que Monseigneur a ordonné, puis il est parti. Yansib Radnou et Khaziran sont allés à Urkish, ils ont tenu une assemblée, et les habitants d'Urkish ont répondu en ce terme « Nous allons libérer les gens qui sont présents », et puis la suite est un peu cassée. Une autre lettre montre qu'un envoyé de Zimrilim pouvait convoquer une assemblée. Maintenant, Aboum El, serviteur de Monseigneur, est allé à Urkish et il a tenu une assemblée. On lui a répondu affirmativement au sujet des troupes, et ceci nous rappelle bien entendu ce que nous avons déjà rencontré à propos de Émar ou de Toutoul, mais on est ici dans un contexte géographique et politique bien différent. La période où l'on voit un roi à la tête d'Urkish est assez limitée, et c'est le cas notamment au moment de l'invasion du triangle du Khabour par les Élamites. J'ai déjà cité ce passage d'une lettre d'Itourazdou. Naguère, Terrou, le roi d'Urkish, m'avait écrit « En contrepartie des fautes que j'ai commises envers Monseigneur, à présent, je veux faire un grand coup pour Monseigneur, je vais couper la tête d'Ishmeadou et la porter à Monseigneur. » Mais Terrou a eu du mal avec la population de sa propre ville, et c'est ce qu'il souhaita porter à la connaissance de Zimrilim. Précédemment, j'ai exposé en ces termes mon affaire devant Monseigneur à Nagar. Parce que je suis tout dévoué à Monseigneur, les habitants de ma ville m'ont pris en haine, et à 2 ou 3 reprises, j'ai sauvé ma tête de leurs mains, échappant à la mort. Voilà ce que j'ai dit à Monseigneur, et Monseigneur m'a déclaré « Jusqu'à ce que je monte, occupe-toi de veiller sur la personne de Shadoum Laboua, ton Seigneur, et de te garder toi-même en sécurité. Pour moi, je ne savais pas que les habitants de ta ville t'avaient pris en haine à cause de moi. Toi, tu es à moi, même si la ville d'Urkish appartient à un autre. Voilà ce que Monseigneur m'a dit. » Et on a une autre lettre qui est encore plus intéressante. Précédemment, j'avais fait porter à Monseigneur une tablette rédigée en ces termes. La dissension s'est installée dans Urkish. Il faut que Monseigneur envoie un représentant Khazanoum à Urkish et un représentant Khazanoum à Shinar pour qu'ils veillent sur les maisons des particuliers afin que le pays n'échappe pas au contrôle de Monseigneur. Voilà ce que j'avais écrit à Monseigneur, et puis ensuite il y a une assez grande lacune, et il est question d'un homme, on ne sait pas qui a retourné l'opinion d'Urkish. Il ne cesse de mettre des paroles malveillantes dans la bouche des particuliers. Il faut qu'on arrête cet homme et qu'on lui inflige un châtiment afin qu'un autre prenne peur et ne fasse rien sans l'assentiment de Monseigneur. Les anciens d'Urkish ne doivent pas entendre ma présente tablette. Et donc vous voyez ici Terrou réclamer à Zimrilim qu'il envoie un représentant Khazanoum dans sa propre ville ainsi qu'à Shinar, mais il demande au roi de Mari de cacher aux anciens d'Urkish que cette requête vient de lui. Et finalement, Terrou a dû abandonner sa capitale.
Dagan Natsir, le courrier, serviteur de Monseigneur, a dit les paroles bienveillantes que Monseigneur avait mandées à Urgish et il a apaisé le cœur de la ville. Mais ensuite, les frères des hommes que Monseigneur a retenus à Mari se sont levés, on a une lacune, et la fin, je ne cesse de prier pour Monseigneur. À présent, j'ai laissé là le bien-être de ma maison et je suis parti en exil pour Shinar, que Monseigneur ne soit pas négligent à cet égard. Donc on voit Théroux partir dans la ville voisine de Shinar. Nous reviendrons sur Urkish un peu plus tard à propos de Eluhut. Mais nous passons maintenant à un deuxième royaume, celui de Tigunanum. Ce sont les archives de Mari qui ont fait découvrir ce royaume, mentionné dans 3 lettres d'Ishmedagan à Yasmaradou. Poursuivis par Ishmedagan, les Touroukéens arrivèrent à Tigunanum après avoir franchi le Tigre. Alors on avait longtemps cru que ça se passait dans la partie orientale de la Haute-Mésopotamie. En 1992, Jesper Eidem avait signalé que ça n'était pas possible en raison de textes récemment découverts à Tel Leilan, avec la mention de butins provenant de Hurchanum et Tigunanum. Or, la ville de Hurchanum était mentionnée comme ayant été conquise par le roi Sharaya d'Eluhut, donc au nord de l'Idamarats. Et la reconstitution de la campagne militaire d'Ishmedagan contre les Touroukéens par Nele Ziegler dans sa thèse, reprise dans Florilegium Marianum V, a permis de comprendre que le pays de Tigunanum était situé au nord de Shubat-Enlil, au-delà du Turabdin, sur le Tigre supérieur. C'est seulement à la fin du règne de Zimrilim que les archives de Mari mentionnent à nouveau Tigunanum. Il s'agit d'abord d'une liste de dépenses effectuée par l'intendant Mukanichum, à la fin de laquelle on trouve cette mention « un trône en bois Musukanum pour Nagatmish, le roi de Tigunanum ». Nagatmish est manifestement un nom ourite. Le texte date du 22 du mois 6 de l'année 13 de Zimrilim. On est donc peu après la victoire de Zimrilim sur le roi Ibaladou d'Ashlaka qui s'était révolté, comme on le verra un peu plus tard, et manifestement Nagatmish s'est rallié au roi de Mari après la victoire de celui-ci, et pour récompensé Nagatmish, eh bien, Zimrilim lui a fait parvenir un trône en bois précieux. Nous apprenons à cette occasion que le royaume de Tigunanum avait déjà été vassal de celui de Mari du temps de Yardunlim. Un correspondant, dont l'identité est malheureusement inconnue en raison d'une cassure, s'adresse à Zimrilim. Présentement, est-ce par Dupri que Nagatmish est venu trouver Monseigneur? Il faut que Monseigneur lui donne satisfaction. La maison de Tigunanum, jadis, a marché derrière Yardunlim, ton père. Et lorsque Monseigneur est monté au pays, Nagatmish a envoyé un message à Monseigneur. Des gens d'Eluhut ont vu son messager et ils lui ont dit « Pourquoi as-tu écrit à Zimrilim et lui a-t-on offert un présent ?» Et donc on voit que le ralliement de Nagatmish n'a pas été du goût de certains de ses voisins. Vous pourriez vous demander pourquoi je fais un sort à un obscur petit roi ourite connu seulement à la toute fin du règne de Zimrilim. Eh bien, c'est en raison d'une découverte qui remonte aux années 1990. Des fouilles illicites ont alors mis sur le marché plusieurs dizaines de tablettes qui datent de l'époque paléo-babylonienne tardive et dont seulement quelques-unes sont actuellement publiées. Elles proviendraient de la région de Bismil, ce qui correspond très bien aux données des textes de Mari et de Leilan. Ces tablettes, donc, datent de la fin de l'époque paléo-babylonienne. Le roi de Tigunanum se nommait Tunip-Teshub, et on le nomme parfois par un hypocoristique Tunia. Et le texte le plus célèbre, publié jusqu'à présent, c'est une lettre écrite à Tunia par, je cite, Labarna, le grand roi, qu'on a pu identifier comme étant Hattushilip Ier. Et le roi hittite y demandait à Tunia son aide
dans sa campagne militaire contre le roi de Haroum qu'il devait prendre à revers. Dans ces archives, on relève également un prisme contenant une liste de 438 Habirous, donc des émigrés, qui a été publié par Mirio Salvini en 1996, la plupart d'entre eux portant des noms ourites. Et cette liste peut être mise en rapport avec deux autres tablettes, une fragmentaire rédigée en langue ourite et une autre qui est une tablette de présage de type Shumma Isbu, donc de tératomancie, relatif à une attaque de Habirou. Les textes de Tigunanum posent l'éternel problème des objets issus du commerce des antiquités. On ne sait pas actuellement où ils se trouvent. La majorité des inédits est connue par des transcriptions rapides qui avaient été faites par Wilfred Lambert peu après leur apparition sur le marché, transcriptions qui ont été mises en ligne avec tous les folios de Lambert par son héritier scientifique Andrew George. Une étude de certains de ces textes a été faite récemment dans une thèse sur la paléographie des textes mytaniens. Et un projet est en cours qui associe Juan Antonio Belmonte Marin et Regine Prusinski, et cette dernière nous en parlera lors du colloque de juin prochain, auquel j'ai déjà fait allusion tout à l'heure. Ce qui a été très important avec le dossier de Tigunanum, c'est qu'on a pris conscience que l'horizon géographique de Mari s'étendait au nord, bien au-delà de ce qu'on croyait pendant longtemps, et c'est ce que j'avais souligné dans une note parue en 2000, et c'est ce que les recherches sur la ville d'Eluhut ont confirmé. La ville d'Eluhut était manifestement beaucoup plus importante que Tigunanum. Son nom est écrit de manière très différente selon les textes, Eluhut, mais aussi Elahut, Elurtum, Eluhutum, Elahutum ou Ilahutum, etc. Indice que les scribes n'étaient pas très à l'aise avec ce toponyme d'origine étrangère. Donc je simplifie en parlant toujours d'Eluhut. On va commencer par étudier le problème de la localisation d'Eluhut avant de dresser le portrait de deux de ses rois successifs, Sharraya et Shukrum-Teshub. Pendant longtemps, on a cru que la ville de Mardin, au débouché méridional du principal passage à travers le Tourabdin, était l'antique ville de Mardaman, sur la base d'un rapprochement phonétique plutôt hasardeux. J'avais pu démontrer en 1994 que Mardaman se situait en réalité du côté du Rabour oriental, un affluent du Tigre. Et ce déplacement a été confirmé par la fouille de Bassetki, qui a pu être sûrement identifié à Mardaman grâce aux fouilles récentes de Peter Felsner et au déchiffrement de Bettina Feist. Après que l'équation Mardin égale Mardaman a été abandonnée, Jean-Marie Durand avait proposé en 2000 que Mardin puisse être l'ancienne Eluhut. Et il a été suivi par de nombreux auteurs. Vous pourrez trouver la bibliographie à l'onglet Sites de la base Archibab. En 2014, dans le cadre du projet IGEOMES, Antoine Jacquet a proposé de remonter Eluhut beaucoup plus au nord, sur le cours supérieur du Tigre. Et quelques années plus tard, Hartmut Kühne a repris l'idée, mais en déplaçant cette localisation un peu plus à l'est. Je cite d'abord la conclusion d'Antoine Jacquet. La situation géographique et les données archéologiques d'Uchtépé en font un bon candidat. Tel important, dont les niveaux du bronze moyen ont révélé l'existence d'un palais, Uchtépé est situé en rive droite du Tigre, entre Pornac et Ziyaret-Tépé, sur la route antique menant de Diyarbakir, à peu près ici, jusqu'à Mardin, la route royale des Perses. Le site est donc idéalement placé pour contrôler le débouché nord de la passe de Mardin. Proche d'un gré du Tigre, la ville située à Uchtépé se trouverait aussi contrôler un passage vers la route descendant vers l'aval en rive gauche du fleuve. Quelques années plus tard,
Armud Kühne s'est dit d'accord avec Antoine Jacquet pour une localisation d'Eluhut sur le Haut-Tigre, mais sa localisation à Uçtepe s'était entre-temps révélée impossible parce qu'une tablette médio-assyrienne a été découverte à Uçtepe qui l'identifie avec certitude avec une autre ville qu'on savait être dans la région et qui s'appelle Shinamum ou Shinabu. Kühne a donc proposé de déplacer Eluhut vers l'est, dans la banlieue de Batman, ça ne s'invente pas, c'est une ville turque, sur la rive gauche du Tigre, non loin de l'embouchure du Batman Su dans le Tigre. Il avait pu visiter ce site en 1989, puis en 2014, et il avait repéré un site qui s'appelait Ilur-Öyük, et la ressemblance entre Ilur et Eluhut l'avait frappé, mais c'est sans doute l'argument le moins recevable dans sa proposition. Quoi qu'il en soit, on voit qu'Eluhut doit désormais être pensé comme situé de l'autre côté du Turabdin, montagne difficile à franchir. Et nous allons maintenant rassembler ce que les sources paléo-babyloniennes nous disent de cette ville d'Eluhut. Et d'abord, donc, dresser un portrait de Sharaya et de son épouse Naramtum. Il faut ici faire attention, car il a existé du temps de Zimrilim deux rois nommés Sharaya ou Sharriya, et on trouve les deux graphies à propos de ces deux rois. Donc il ne faut pas essayer d'identifier un Sharriya comme étant l'un et un Sharaya comme étant l'autre, ça ne marche pas. Le mieux connu occupait le trône de Razama dans le pays de Yusan, à l'est du pays d'Apum, on le rencontrera la semaine prochaine, mais il a aussi existé un Sharaya qui était roi d'Eluhut. Il demeure assez mal connu, on voit qu'il faisait partie des alliés de Zimrilim à la fin de l'année 3. Dans les longues listes de présents alors enregistrées, il est noté comme ayant reçu 2 arcs de luxe. C'était manifestement un roi puissant, à en juger par la manière dont il était capable d'installer des hommes de son choix sur le trône des pays voisins. C'est ce que montre, par exemple, cette lettre d'un gouverneur de de Sagaratum à Zimrilim. Le jour où je fais porter cette tablette de moi chez Monseigneur, m'est arrivé Nuzuguli, un beau nom hourite, messager d'Eluhut. Je lui ai demandé des nouvelles, et voici ce qu'il m'a raconté. Sharraya a triomphé de 200 soldats de Rurshanoum, et il s'est emparé du pays de Rurshanoum. Zinnugan, encore un nom hourite, le roi de Rurshanoum, s'est enfui, et Sharraya a installé à la royauté du pays de Rurshanoum Nanip-Shaouri, encore un nom hourite. Il m'a donné toutes les nouvelles que je lui ai demandées, et moi, de l'écrire à Monseigneur. Voilà que j'ai envoyé chez Monseigneur la tablette de Sharraya qu'il a apportée chez moi avec l'empreinte de son sceau, que Monseigneur en prenne connaissance. Yakimadou montre ici qu'il se conforme à son serment de fidélité. Lorsqu'un gouverneur recevait une lettre d'un roi étranger, il était obligé de la transmettre aussitôt au roi de Mari. Et vous voyez qu'il indique bien qu'il a pris soin de ne pas ouvrir cette lettre, qui ne lui était pas destinée. Les nouvelles qu'il transmet, il les a obtenues oralement du messager du roi d'Eluhut. Et une autre lettre, encore inédite, montre qu'au moment de l'invasion ilamite, Adalcheni a été chassé du trône de Burundum, et c'est Sharraya qui y a installé un certain Ediprour, encore deux noms ourites. On sait que Sharraya a reçu en mariage une fille de Zimrilim qui s'appelait Naramtum. Un texte administratif connu par 2 tablettes duplicats qui sont datées du mois 4 de l'année 5 de Zimrilim enregistre l'affectation d'une femme nommée Barli Bashti, prise parmi les femmes de la maison de Yarimadou pour servir littéralement de mère à la princesse Naramtum. Autrement dit, elle devint dame de compagnie de la nouvelle épouse de Sharraya, et la dot de Naramtum est en partie connue par un fragment de tablette. Ce mariage, comme beaucoup d'autres à l'époque, nous l'avons vu, ne fut pas heureux. Naramtum se plaignit de ne pas recevoir de lettre de son père.
Dis à mon père, l'étoile, ainsi parle Naramtum ta fille. Que veut dire ceci, que des messagers de mon père arrivent ici, sans que mon père m'envoie une lettre? Eh bien, mon cœur n'est pas heureux. J'ai eu beau regarder partout, point de lettre. Et une autre missive développe cette thématique. Dis à mon père et étoile, ainsi parle Naramtum ta fille, qu'ai-je appris? En outre, j'en ai conçu du dépit. Des nouvelles de la santé de mon père ne me sont pas arrivées. Eh bien, mon cœur n'en peut plus. Malheur à moi. Il faut que mon père m'écrive. Et puis, en outre, il faut qu'on se renseigne sur moi. Je ne suis pas libre de mes mouvements. Aussi ne puis-je écrire à mon père. Alors, écrire pour dire qu'on ne peut pas écrire paraît un peu paradoxal. Et en fait, Jean-Marie Durand, qui a réédité cette lettre, après l'avoir collationnée, a noté toute une série de maladresses, de repentirs, qui lui ont fait penser que la reine pourrait bien avoir écrit la lettre elle-même. Et donc, il faut comprendre la fin comme signifiant « je ne peux pas écrire tout ce que je voudrais », parce que la reine sent qu'elle a un degré de littératie limité qui ne lui permet pas de formuler correctement tout ce qu'elle souhaiterait écrire, mais elle n'a pas accès à un scribe. Apparemment, ces plaintes agacèrent Zimrilim, qui aurait écrit à Saphir de ne pas exagérer son malheur, et elle lui a répondu de cette manière. « J'avais écrit naguère à mon père s'en était irrité contre moi. Je m'étais calmé et j'avais écouté son ordre. Or, ayant écrit à mon père pour la suite de mon affaire, mon père m'a dit des choses terribles en ces termes, et puis là, il y a une lacune, malheureusement. À part toi, je n'ai pas d'autre père, et à part madame, c'est-à-dire la reine, je n'ai pas d'autre mère. Maintenant, ici, les servantes, c'est-à-dire les épouses secondaires du palais, me disent en chœur, là-bas, dans le palais de ton père, on ne te connaît pas, on ne se soucie pas de toi. Et pourtant, nous devrions t'honorer. Que mon père me traite comme bon lui semble, mais je n'ai pas commis la moindre faute. Lorsque je dirais « mon père » à mon frère, en serais-je plus honoré? On retrouve là des thèmes qui apparaissent dans les lettres d'autres filles de Zimrilim. Vous vous rappelez les lettres de Kiroum que nous avons lues. Il y a aussi des lettres d'Inibshari qui ont une tonalité voisine. Et pour finir, on apprend la mort de ce Shahraya par une lettre adressée à Zimrilim par un certain Tourip Adal, toujours un nom ourite, et d'autres personnes, qui indiquent « Notre Seigneur vient d'aller à son destin ». Par ailleurs, dans une lettre adressée à Iturazdu par Shukrum Teshoub, ce dernier fait allusion à son prédécesseur comme « mon père ». Une petite note, je garde la lecture Teshoub, bien que les ouritologues préfèrent désormais une sourde Teshoub, puisque tel était le nom du dieu de l'orage dans le panthéon ourite. À propos de ce roi, on a des informations d'abord à propos d'une ville qui s'appelle Amaz. Le contexte est le suivant. Atamrum, le roi d'Andarig, dont on parlera la semaine prochaine, était à ce moment-là en Babylonie pour aider Hammurabi dans son siège de Larsa, et c'est son lieutenant, Rimdiya, qui a mené une campagne contre la ville d'Amaz, ce qui a irrité aussi bien Zimrilim que Shukrum Teshoub. Et nous savons cela grâce à une lettre de Yassim-El, qui était le représentant de Zimrilim dans la ville d'Andarig. « Dis à mon Seigneur, ainsi parle Yassim-El, ton serviteur. Voici le double de la tablette de Shukrum Teshoub, roi des Louhoutes, qu'il a fait porter à Shubram, le gouverneur de Shubat-Enlil. Dis à Shubram, ainsi parle Shukrum Teshoub. Que signifie l'action que vous avez commise? Ignorais-tu que mon Chazanoum réside dans cette ville et que la ville d'Amaz est à moi? Les gens d'Amaz ont tendu la main vers Shubram, le roi de Sousa? Comment, sans ma permission et sans m'écrire, avez-vous pu prendre et réclamer indûment cette ville? Vous vous êtes disposé à attaquer cette ville. Pourquoi alors ne m'avez-vous pas écrit? Et lorsque je suis descendu et que nous avons parlé ensemble, n'avions-nous pas dit que nous n'attaquerions pas cette ville? Maintenant, si une copie de ma tablette parvient devant mon père depuis là-bas, il devra envoyer quelqu'un. Alors ce messager va passer chez toi et tu entendras la décision de mon père. Ce qui va arriver depuis ici et depuis là-bas, c'est une grosse affaire, que ton soit continuel. Et
Yassimel reprend la parole, la plume, le calame. Voilà la lettre que Shukrum-Teshup a envoyée à Shubram. Cette tablette, il l'a fait porter à Rimdiya. Et Rimdiya a fait recopier cette tablette. Ce que j'ai entendu dire autour de moi, je l'ai écrit à Monseigneur. Et donc vous voyez la façon extraordinaire dont circule l'information dans la région à cette époque. On a une lettre de Shukrum-Teshup qui est adressée à Shubram, qu'il a fait porter à Yassim-El, représentant de Zimrilim à Andarig, par l'intermédiaire de Rimdiya, et Yassim-El finit par recopier le contenu de cette lettre à l'intérieur de sa propre lettre au roi de Mari Zimrilim. Alors on ignore où se trouve exactement Hamaz, mais c'est sûrement au sud du Turabdin, et donc ça signifie que l'hégémonie du roi des Louhout s'étendait jusque dans le triangle du Rabour. La fin de l'année 12 de Zimrilim a été marquée par une révolte du roi d'Ashlaka, Ibaladou. On a déjà rencontré ce personnage, et celui-ci a essayé d'entraîner Shukrum-Teshup dans sa lutte, comme le montrent plusieurs lettres du gouverneur de Nahur, Iturazdu, que vous connaissez bien maintenant. À présent, un frère d'Ilouli est allé à Elouhout, et Ibaladou a écrit à Shukrum-Teshup. Et on a saisi ce jeune homme à Elouhout. À présent, Ilouli m'a écrit en ces termes: « Il y a 20 ou 30 marchands élouhoutéens à Hourra, je compte les retenir en échange de mon frère. » Et puis ensuite, il y a une cassure. « Quant à moi, j'ai réfléchi en ces termes, » écrit Iturazdu. « Il ne faudrait pas que l'on saisisse les élouhoutéens et que Shukrum-Teshup, dans sa colère, envoie une troupe de 2 ou 3 000 hommes à Ibaladou, et que le pays en soit troublé. J'ai envoyé un rapport à Monseigneur, que Monseigneur réfléchisse, et je ferai ce que Monseigneur écrira. » Donc, vous voyez que Shukrum-Teshup, le roi des Louhout, est capable de lever 2 à 3 000 hommes comme ça, ce qui indique bien l'importance de son royaume. Et, poursuivant sa lettre, Iturazdu suggère un stratagème à Zimrilim: acheter les voisins des Louhout, ce qui empêcherait éventuellement Shukrum-Teshup de partir au secours du roi d'Ashlaka. Et donc la lettre se poursuit. Autre chose, le pays de Shinamoum et Tushroum valent bien le pays des Louhout lui-même. Or, ils n'ont pas de Madaroum qui soit leur chef, et ils sont prêts à se tourner vers les Louhout. Mais si Monseigneur l'ordonne, puissent des messagers de moi partir chez ces hommes, et puissais-je leur verser l'équivalent de 20 mines d'argent, de sorte que, par la suite, je les fasse être en mauvais termes avec l'homme des Louhout. Et tôt ou tard, lorsque Monseigneur fera campagne, là où il lui paiera, l'homme des Louhout ne pourra pas aller au secours de l'ennemi de Monseigneur, car son pied sera lié au cœur même du pays. C'est toujours le problème de les ennemis de mes ennemis sont mes amis ou vice-versa. À ce moment-là, la ville de Hourra avait un roi nommé Ilouli et il a cherché à attirer Shukrum-Teshup dans le camp d'Ibaladou. Par la suite, afin d'avoir des informations sur l'affaire, c'est-à-dire sans doute de confirmer l'affaire, Shukrum-Teshup, l'homme des Louhout, a envoyé un message à Ilouli, l'homme de Hourra, disant « Voici qu'Ibaladou va lever le feu. Si tu ne réponds pas à son feu, et si tu ne cherches pas l'apaisement avec lui, tu seras mon ennemi. » À présent, que pourrais-je écrire plus longuement à Monseigneur? Et le lever du feu ou de la torche, c'est l'indication que l'on va partir en campagne et c'est le signal pour les Alliés de rejoindre les troupes. Et on possède finalement une lettre de Shukrum-Teshup lui-même à Ibaladou. Dit à Ibaladou, ainsi parle Shukrum-Teshup, « Tu m'as écrit d'envoyer des troupes. Voilà que ton serviteur l'a vu, une tour est dressée. Je vais partir en expédition et je vais emporter la tour, mais dans ces conditions, je ne puis donner de troupes. » Donc, finalement, Shukrum-Teshup se range bien dans le même camp qu'Ibaladou, mais il préfère garder ses troupes pour lui-même. Et en définitive, Zimrilim a réussi à vaincre le roi d'Ashlaka rebelle. Mais Shukrum-Teshup, qui avait soutenu Ibaladou, a poursuivi la lutte.
Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, les gens d'Elurut se sont fâchés de voir leur voisin, le roi de Tigunanum Nagatmish, faire allégeance à Zimrilim, et puis finalement, les villes de Roura et de Shinar se sont jointes à la révolte et le roi de Mari est venu en personne régler l'affaire. Et donc, il a usé de la force, mettant le siège notamment à Urkish. On a la mention de passerelles, donc qui sont des engins de siège. Et la présence de Zimrilim est attestée dans la région donc pour sa 13e année de règne. Et finalement, Zimrilim a rejoint Mari à la fin du mois 5 et on a décidé de commémorer la victoire qui venait d'être remportée par un nouveau nom d'année. Et de manière intéressante, le nom qui a été donné à cette année, c'est année où Zimrilim a remporté la victoire sur Elurut. Ça ne veut pas dire que Zimrilim est allé jusqu'à Elurut, mais ça veut dire qu'il a réussi à réduire à l'obéissance les différentes villes, Shinar et Urkish notamment, qui s'étaient ralliées à Shukrum Teshub. Alors nous avons vu que Shukrum Teshub était monté sur le trône d'Elurut tard dans le règne de Zimrilim, et ça explique pourquoi on le retrouve dans les archives de Tel Leilan du temps de Tilabnou, qui sont à peu près contemporaines du début du règne de Samsuiluna, le fils d'Hammurabi de Babylone, avec une lettre en particulier qui est tout à fait remarquable et qui sera le dernier texte que je vais citer aujourd'hui. Dit à Tilabnou, le roi de Shubatenlil, donc, ainsi parle Shukrum Teshub, le roi d'Elurut. Tu m'as écrit en ces termes. Pourquoi la route entre nous est-elle interrompue? Pourquoi ton serviteur ne vient-il plus chez moi et mon serviteur ne va-t-il plus chez toi? Voilà ce que tu m'as écrit. Depuis très longtemps, la maison d'Elurut, si elle a accordé une faveur à quelqu'un, ne lui a-t-on pas accordé la réciproque? N'as-tu pas écrit? Et puis ensuite, il y a un passage cassé, et ça reprend en disant « La maison d'Elurut est véritablement ta maison, et la maison de Shubatenlil est véritablement ma maison. En ce qui concerne les gens à propos desquels tu m'as écrit, je ne les libérerai pas. » Donc, malgré des protestations d'amitié réciproque, Shukrum Teshub ne veut pas relâcher les gens à propos desquels Tilabnou avait écrit. Par ailleurs, on a dit « Ainsi parle Tilabnou, je veux monter vers Elurut, jusqu'à ce que tu sois monté, que moi et toi nous nous soyons vus, que nous ayons prononcé le serment par les dieux entre nous, et que nous ayons instauré un lien de sang entre nous, je ne relâcherai pas ces gens. » Donc on voit que Shukrum Teshub conditionne la libération de ses prisonniers à la conclusion d'une alliance en bonne et due forme, et il exige que ce soit Tilabnou qui se rende à Elurut. C'est comme ça qu'il faut comprendre le passage. Et la lettre se termine ainsi. « Ne donne à personne d'autre la maison que je t'ai réclamée à Shubatenlil, et moi je veux te donner une maison à l'intérieur d'Elurut, et je veux te donner la ville que tu désireras. Toi, tu as désiré une maison à Elurut, et moi, une maison sans doute à Shubatenlil, et puis la fin est malheureusement bien cassée. » Donc vous voyez à quel point cette lettre est intéressante. On y retrouve, je dirais, la rhétorique habituelle sur les alliances, et cela est intéressant parce que ça montre que le fait que Shukrum Teshub soit un Hourite et Tilabnou un Amorite n'influençait pas la conception des relations diplomatiques. Elles exigeaient d'abord des échanges réguliers de messagers, mais aussi des rencontres personnelles. Et Tilabnou se déclare apparemment prêt à faire le long trajet à travers le Tour Abdin pour rendre visite à Shukrum Teshub. Il peut s'agir de belles paroles, mais elles devaient néanmoins être crédibles. Et enfin, on retrouve ici, une fois de plus, la mention de l'existence de domaines de rois étrangers à l'intérieur d'un autre royaume, comme on l'a vu à Ashnakum du temps de Yasmaradou, ou encore, comme nous l'avons vu, dans le royaume d'Alep, avec le domaine de Zimrilim à Alartoum. On possède encore deux autres lettres de Shukrum Teshub à Tilabnoum, mais elles sont malheureusement mal conservées. Il est temps que je m'arrête.
La semaine prochaine, nous redescendrons vers le midi, si je puis dire, pour examiner deux royaumes antagonistes au sud du Djebel Sinjar, ceux de Kourda et d'Andarig, et je vous remercie de votre attention.